Bienvenue à Verret pour ce nouveau numéro de Sans détour avec Daniel Robin. Vous le connaissez sans doute depuis quelque temps, c'est le nouveau président du MEDEF, le syndicat du patronat français. Il est également au conseil de surveillance du groupe Erige VM Matériaux, dont il était directeur général pendant toute sa carrière d'une des filières. Il a bien développé son entreprise, près de 2500 salariés. Aujourd'hui presque d'ailleurs, puisque ça fait un mois, il a fait valoir ses droits à la retraite. Patron du MEDEF, il fait partie aussi d'un club APM. Il tient beaucoup au réseau. Il a été président du réseau Entreprendre. Et puis les réseaux en Vendée, c'est quelque chose. Ce passionné de voile va nous dévoiler son parcours entre Verret et puis on va aller se promener dans la forêt d'Olonne. Parce que lui, le gars du bâtiment, il a sans doute besoin de grands bols d'air frais. Et je pense que la forêt, ça va lui faire du bien, même si on aurait pu choisir la mer et puis voguer droit sur l'océan à bord de son voilier. Bonjour Daniel Robin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Ouais. Hop, je dis souvent dans cette émission, c'est la première question qui est la plus difficile. La voici la première question. Moi, je vous ai connu au réseau Entreprendre. Aujourd'hui, vous êtes patron du MEDEF en Vendée. Pourquoi vous avez accepté ce mandat-là, de président du MEDEF? Je l'ai accepté parce qu'on m'y a bien poussé à prendre la présidence, mais aussi dans mes goûts comme j'ai du temps aujourd'hui, d'aider le monde de l'entreprise, parce que c'est vraiment là où j'ai fait toute ma carrière dans l'entreprise. Et je me dis, aujourd'hui que j'ai un petit peu plus de temps, pourquoi pas faire profiter mes pairs de mon expérience. Oui. D'accord, très bien. Alors ensemble, on va aller faire un petit tour en voiture et puis on va échanger sur l'ensemble de votre parcours. Venez avec moi. Installez-vous. En avant. Hop. Il y a quelque chose quand même qui m'accroche à Verret, il faut que je vous le dise, c'est qu'il y a une carrière de matériaux de granulats. Vous avez repéré ça? Et les granulats, les graviers, c'est la matière première qu'on utilise dans le béton. Donc Verret est bien connu de nos centrales à béton parce qu'on s'approvisionne dans ces carrières-là aussi. D'accord, voilà. D'accord. Dites-moi, pourquoi d'ailleurs, vous qui avez été directeur général, donc alors d'une des filières d'Erige, c'est ça, hein? Exactement. Pendant votre carrière, ouais. Pourquoi on est passé de VM Matériaux à Erige? Et Erige, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et Erige, c'est Erige, c'est l'EH, c'est l'héritage, c'est cette génération qu'on veut faire durer dans le temps, ces générations, puisque moi je représente la 4e génération de cette saga familiale. Donc dans cet héritage, on veut ainsi montrer la volonté qu'on a de faire perdurer le groupe au niveau de la famille. Et puis dans Erige, vous avez aussi érigé, donc c'est une connotation bâtiment également. Donc c'est toutes ces pas cru qu'il y avait tout ça toutes ces significations dans le mot Erige. Donc aujourd'hui, cette ligne, elle est là plus pour piloter le groupe, mais dans ces grandes décisions stratégiques et financières. Souvent, alors j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le dire dans cette émission, une des particularités de quelques entreprises vendéennes, et dont fait partie Erige évidemment, c'est la non-dissociation du capital au travail. Les grands centres de décision et les grands responsables, les grands patrons, ils sont en Vendée, ils restent au plus proche des salariés. Voilà, c'est vraiment un particularisme vendéen. Et là, vous vous êtes organisé en équation avec cette idée-là. Oui, et puis c'est plein de signes, plein de révélateurs. Le siège est toujours à l'Herbergement, donc qui est la commune d'origine du groupe. Et alors que pourquoi pas à Nantes, pourquoi pas à Montaigu, tout près de l'autoroute, pourquoi pas à La Roche-sur-Yon. Et on a eu toujours cette volonté de cette accroche locale. Et je pense que la commune d'Herbergement, son maire, son conseil municipal sont fiers et sont heureux de nous avoir encore sur leur territoire. Alors quand vous dites deux familles, ça veut dire que votre papa était déjà dans la société? Mon papa y était, mon oncle y était, mon grand-père y était et mon arrière-grand-père a été en quelque sorte le fondateur. Est-ce que Daniel, vous auriez pu faire autre chose que de tomber dedans?
J'aurais pu faire autre chose. Vous allez laisser libre ou finalement la question comme le boulanger de père en fils C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est vrai que j'ai pas vraiment. Ça n'a pas été un choix délibéré au départ. Ouais. Mais ça n'a d'ailleurs pas été facile. C'est votre papa qui vous a dit j'aimerais bien que tu viennes? Oui, c'était un peu écrit comme ça, comme dans les familles royales, je dirais, où le fils aîné était. C'était vous. C'est ça, ouais. J'étais le fils aîné, donc c'était un peu ma destinée. C'était ma destinée. J'aurais pu effectivement faire un choix autrement, mais ça a peut-être été le choix de la facilité aussi. Donc les premières années, comme je vous disais, ont été difficiles. Donc il a fallu que je m'affirme dans le groupe, mais encore de façon beaucoup plus difficile qu'aurait eu à le faire un cadre venant de l'extérieur. Voilà. Quelle est votre plus grande source de satisfaction depuis que vous êtes retraité depuis un mois? Le recul, je vous demande une vie de recul en un mois. Là, comme ça, depuis que vous êtes parti, vous vous dites quoi? Je suis heureux de ça. Ouais, je dirais que je suis heureux quand même d'être un petit peu plus maître de mon temps, c'est-à-dire que de ne pas avoir la pression du résultat ou comme on peut l'avoir quand on est directeur général d'une activité. Donc ça, c'est quand même un plaisir, c'est de pouvoir organiser son temps de façon beaucoup plus personnelle et c'est ainsi plus satisfaisant, quoi. Ouais, je dirais que c'est le plaisir. L'insatisfaction, c'est de se dire aussi que on n'est plus là. Vous êtes vite oublié quand même, hein, Ah oui. un petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Je pense que tout le monde. Il y a une part d'abandon. Vous avez ce sentiment-là quand on n'est plus aux manettes. Mais bon, il y a tellement de satisfaction autour de ça, satisfaction à la fois dans ce plaisir justement d'occuper mon temps et puis d'être plus disponible pour le MEDEF, pour le réseau Entreprendre, etc. Voilà. Ouais. Alors, MEDEF, réseau Entreprendre, APM, et la voilà. C'est tous les sujets qu'on doit encore aborder. Attendez, on n'en a pas fini. En tout cas, là, aujourd'hui, vous êtes passé au conseil de surveillance des riches, et aujourd'hui, votre succession, elle a été préparée. Et depuis quelques temps, vous aviez plus de temps déjà pour vous engager dans d'autres responsabilités. Exactement, c'était le cas. Effectivement, j'avais déjà préparé ma succession, hein, puisque c'est un garçon qui a fait toute sa carrière aussi dans le groupe qui m'a succédé. Ouais. Et donc ça se passe plutôt bien. Alors vous avez intégré du coup pour faire valoir, j'ai envie de dire, les droits des entreprises au plus haut niveau. Et je comprends bien d'ailleurs avec ce que vous nous dites sur la situation du bâtiment qui est tributaire d'éléments plus macroéconomiques. Vous avez intégré le MEDEF et vous êtes un homme de réseau. Alors le MEDEF en étant un, finalement. Pourquoi avoir intégré autant de réseaux comme ça, le réseau Entreprendre, APM, le MEDEF? Vous aviez besoin de prendre de la distance, d'échanger au départ Je crois qu'à chaque réseau, il y avait une raison bien particulière. Si on les prend dans l'ordre, puisque le premier que j'ai intégré, c'est l'APM, ça veut dire Association pour le progrès du management et du manager. Donc ça, c'est un groupe de 20 à 25 participants qui sont tous des chefs d'entreprise et qui échangent sans tabou, sans barrière sur leurs problématiques et ça se fait en toute transparence, en toute confiance. Et en même temps, à chaque réunion, une par mois, on a un expert de très haut niveau qui intervient sur des sujets très variés qui peuvent être des sujets de géopolitique, des sujets philosophiques, des sujets économiques, des sujets stratégiques, etc. Donc pour la formation du dirigeant, c'est super. Ouais. Donc après, ce dont on pourrait se plaindre, c'est que c'est une formation peut-être un peu personnelle. Donc charge à nous après de l'utiliser dans l'entreprise et de faire fructifier. Vous, ça a été très utile. Et de le transmettre. Quand on fait venir un philosophe, vous en tirez des choses pour le fonctionnement de votre entreprise. Oui, sur votre posture aussi, hein, sur la façon de voir le monde, etc. Tout ça, c'est positif pour l'entreprise. Ouais. Et le réseau Entreprendre? Alors, le réseau Entreprendre, deuxième... Là, on rentre dans l'aide, dans l'entraide. Mais pas seulement, en fait. Hein. Et on commence à tomber dans l'entraide. Moi, ce que j'ai trouvé merveilleux la première fois que je suis allé à une réunion du réseau, c'était à Nantes. C'était une fête des lauréats. Et il y avait donc les projets qui avaient été votés pour l'année et qui étaient fêtés ce soir-là. Et quand on voyait s'exprimer ces lauréats et cette lumière qui brillait dans leurs yeux, ça m'a vraiment... ça a eu un effet déclenchant pour moi de me dire il faut quand même que tu intègres ce réseau parce que le fait de donner de son temps pour accompagner ces projets, c'est formidable parce que se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat, c'est quand même
un sacré défi. Et puis, il faut les accompagner. Moi, c'est ce que je n'ai pas fait aussi dans ma vie professionnelle. J'ai un peu profité de l'existant, même si j'ai aidé à croître l'entreprise. J'ai pas non plus j'ai pas fait cette démarche de création. Et le fait d'aider ces jeunes créateurs, ça m'a vraiment intéressé. D'accord. Et non seulement ça m'intéressait, j'ai été accompagnateur. Mais vous avez été président. J'ai été président d'un club et j'ai été président du réseau. Président du réseau Entreprendre. On va continuer cette conversation juste après que je vous ai évoqué l'endroit où nous allons. Vous voyez qu'on est en train de se rapprocher de la forêt d'Olonne. On est dans des coins qui sont sympas. On a traversé le Marais. Je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous avez vu, c'est sympa. On va aller du côté de la plage de Sauveterre, au milieu de la forêt d'Olonne, si ça vous va bien. Ça me va bien. Et puis ça va rejoindre votre grande passion pour la voile. Exactement. On va avancer au large. C'est plein de sens, ça, avancer au large. Et auparavant, on va écouter la musique qui correspond bien. Qu'est-ce qu'elle est bien faite, cette émission, puisqu'on va écouter la musique que vous avez choisie. C'est Belle-Île-en-Mer. Parce que vous aimez la mer, la voile, vous le dites. J'aime beaucoup la mer. J'aime la mer parce que c'est aussi une grande étendue d'eau avec beaucoup de mystères, beaucoup de peur aussi, parce que la mer, il faut la respecter. Oui. Elle est puissante, elle peut être traîtresse aussi, mais c'est quelque chose aussi qui vous réserve des choses magnifiques, des levées de soleil et des couchers de soleil somptueux. Et puis le fait d'aller d'un endroit à un autre, c'est quelque chose... à chaque fois, même moi, quand je vais de mon port des Sables d'Olonne à l'île-Dieu, c'est à chaque fois une nouvelle découverte, parce que quand vous arrivez à l'île-Dieu, vous arrivez sur une belle île, donc voilà, pas très loin de chez soi. On écoute Belle-Île-en-Mer. Léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laissé tout seul en mer. Alors voilà, on a dit tout à l'heure, Daniel Robin, l'importance que revêtait la mer pour vous. Et est-ce qu'il y a un parallèle entre la voile et l'entrepreneuriat ? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... Le dépassement de soi-même est une des vraies valeurs de la voile aussi. Cette notion de préparation, d'objectif, de stratégie, tout ça parce sont que des vous êtes valeurs vraiment que l'on retrouve dans la voile. Compétiteur en voile. Voilà, attention, ça, le bateau que vous oui, avez, c'est pas un bateau de plaisance qui vous sert à faire des régates du dimanche. Non, c'est pour faire de la course. course. C'est pas pépère, quoi. C'est pour faire, voilà, on dira ça comme ça. Faire de la course. C'est pour faire de la course, effectivement. Ouais. Donc c'est un bateau qui fait une dizaine de mètres de long et avec lequel la prochaine course dans laquelle je me suis inscrite, une course qui va m'amener de Madère au Marin en Martinique, donc une traversée de l'Atlantique. Donc une course qui s'appelle la Transquadra et qui est réservée aux plus de 40 ans et voilà. Donc, qui ont tous des bateaux comme le vôtre, qui sont des bateaux similaires. Oui, voilà, exactement. Alors c'est pas les bateaux du Vendée Globe, enfin à l'intérieur c'est quand même très spartiate. Oui, c'est très spartiate. C'est pas vraiment fait pour faire de la. Effectivement, c'est pas fait pour faire de la croisière classique. Mais quand on dort 2 heures par nuit et qu'on souffre toute la journée, où est le plaisir ? Le plaisir, il est dans la compétition, justement. Il est, en fait, vous êtes un compétiteur, un vrai compétiteur. Le plaisir, exactement. Le plaisir, il est tous les jours de regarder les positions des autres bateaux pour se dire, tiens, on a gagné des places, on en a perdu. Le plaisir, il est dans la marche du bateau pour le faire avancer toujours plus vite. Voilà, c'est ça. C'est les plaisirs qu'on y trouve et c'est cette compétition qui me plaît, moi. Ouais, non, mais je peux imaginer. Ouais. La relation aussi, vous êtes 2 sur le bateau, avec son partenaire. Il faut une confiance, une connivence, une... Confiance, c'est très important. Connivence et surtout, plus que la confiance, même c'est un peu le terme de protection. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais prendre un quart, c'est-à-dire me reposer pour me coucher, pour dormir, j'exige que mon partenaire s'accroche avec son harnais de sécurité parce qu'autrement je ne vais pas dormir tranquille. D'accord.
il faut que... C'est vrai que Tabarly, il est parti comme ça. Ah ouais, non, mais il faut faire très attention à ça. Donc on a ce devoir aussi de protéger son partenaire. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est qu'un de nous deux tombe à l'eau et c'est, comme on dit, c'est 80% de chances de finir définitivement en mer, quoi. En son temps, VM Matériaux, donc Erige, était partenaire du Vendée Globe. On l'a été, C'était oui. sous votre impulsion? C'était pas que sous mon impulsion, hein, c'était une décision partagée à l'époque du directoire dont je faisais partie. Hein, donc on avait décidé de s'inscrire dans cette course, d'abord avec Patrice Carpentier, parce que ça remonte à... On a fait 3 éditions de Vendée Globe quand même. On a fait la première en 50 pieds avec Patrice Carpentier, une deuxième édition en 60 pieds toujours avec Patrice Carpentier, et la 3e édition qu'on a faite, c'est avec Jean Le Cam et son bateau rose. Le roi Jean. Voilà. Il s'est perdu au Cap Horn. Voilà. Et, ah bah oui, évidemment, puis tout le monde s'en souvient. Et récupéré par PRB. Comment vous l'avez vécu ça? On l'a vécu... Vous le voileux, le skipper amateur quasi pro. On l'a vécu très mal, hein. C'est quand même... parce qu'on dit toujours, on nous dit toujours, vous avez fait un super coup médiatique parce que c'est pas ça du tout, quoi. On vous a dit ça? On dit toujours qu'effectivement qu'au final, c'était quoi au final? Mais le fait que son skipper risque de perdre la vie, etc., c'est des choses qui sont très... Vous avez eu quelques nuits blanches, rétrospectivement, en repensant à tout ça. Exactement. Je peux comprendre. Qu'est-ce que ça a rapporté à l'entreprise? De la notoriété, beaucoup de notoriété, hein, puisqu'on l'a même mesuré, cette amélioration de notoriété. Comme on s'était inscrit 3 ans avant le Vendée Globe, on avait fait des sondages auprès de nos clients et de nos prospects. Et on a gagné 40% de notoriété. C'est quand même pas rien, hein, entre le début de ces 3 années et la fin de ces 3 années. En fait. C'est chiffrable. Mais la notoriété ne veut pas dire augmentation forcément du chiffre d'affaires, mais certainement que derrière, il y a eu une amélioration. Mais pas autant que la notoriété, malheureusement. Daniel, dites-moi, le réseau Entreprendre que vous avez repris, dont vous avez eu la présidence, qu'est-ce que vous apporte une petite boîte avec un petit gars qui a une idée et qui a envie de monter sa structure à vous, pardon, donnez-moi pour votre modestie, vous êtes un peu un capitaine d'industrie. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce décalage-là? Est-ce que ça vous apporte encore? Vous leur apportez, ça c'est sûr. Mais ça nous apporte le plaisir aussi de se dire que cette petite boîte, demain, elle va grandir, qu'il va falloir l'accompagner, que son projet, il a vraiment une raison d'être et de progresser. Parce que tout ça, ce sont des choses qu'on mesure, hein, quand même. Quand on a un nouveau lauréat, on mesure bien si son marché est viable, s'il a des marges de progression, etc. On ne lance pas dans l'aventure non plus des projets qui seraient plus à risque ou qui n'atteindraient pas d'ailleurs les quotas qu'on se fixe au niveau du réseau. C'est-à-dire que pour une création, on souhaite que nos créateurs et 5 salariés au bout de 3 ou 4 ans. Et pour une reprise, c'est un minimum d'entreprise d'une taille de 10 salariés. D'accord. Donc voilà. Ah, je ne savais pas ça, par contre, qu'il y a quand même des critères de développement. Qui nous démarque d'autres réseaux. Il y a un vrai challenge au-delà dans le réseau Entreprendre, d'aider des entrepreneurs. Entre entrepreneurs aussi, vous vous retrouvez. Hein, voilà, exactement. C'est un véritable melting pot qui est profitable pour tout le monde, parce que quand on accompagne un lauréat, le lauréat il nous apporte beaucoup en contrepartie. Il nous apporte souvent des projets innovants, c'est parfois des start-up, et donc tout ça, ça bouillonne, quoi. On apprend sur l'économie d'aujourd'hui. Où est-ce que, alors c'est souvent une question bateau que je pose dans cette émission, où est-ce que vous êtes dans 10 ans? Wow. Dans 10 ans, c'est une bonne question. Vous avez le MEDEF, ça va vous demander combien de temps le MEDEF? Je sais pas, on pourrait reprendre la chanson, Belle-Île en mer, Marie Galante. Il y a peut-être j'aimerais bien aller larguer les amarres et puis avoir un bateau un peu plus gros pour aller naviguer dans ces... plus confortable. Voilà, exactement. Ce serait une belle... Vraiment, ce serait votre aspiration. Ça me plairait bien. Mais c'est un rêve parce que là je l'évoque ou vous y pensez souvent? Non, j'y pense là, de plus en plus. Ça a pu être un rêve à un moment, mais vous savez que les rêves parfois se réalisent, donc voilà. C'est ça. Puis vous avez beaucoup donné, notamment pour le Vendée. Donc je veux bien comprendre. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Daniel Robin. Merci infiniment d'être venu vous livrer dans toute simplicité. Je vous ramène. Puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse avec ce beau paysage. Allez, salut.